Bruxelles, plus 4 degrés. Une des premières victimes ici en forêt de Soignes sera le hêtre. Le scénario du pire pourrait arriver certaines années, pendant quelques jours. On pourrait devoir être amené à demander à la population bruxelloise de réduire légèrement leur consommation. Les bassins d'orage sont dimensionnés pour des orages normaux, pas pour des orages catastrophiques. On se dit souvent on va pouvoir faire du vin en Belgique, c'est vrai, on a des choses on peut aussi commencer à cultiver. On commence à cultiver des espèces, notamment du sorgho. Pour 75% des espèces de bourdons qui ne sont actuellement pas classées comme étant menacées, eh bien, elles pourraient perdre au minimum 30% de leur territoire d'ici 2070. Bruxelles, plus 4 degrés. Un podcast de Fabrice Grosfilet. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 3 de Bruxelles plus 4 degrés, le podcast consacré aux effets du changement climatique sur la région bruxelloise. Dans cet épisode, nous allons essayer de comprendre ce qui va se passer dans les prochaines années en matière de flore, de faune et d'alimentation en eau. La forêt de Soignes, les étangs qui existent dans notre région, l'eau qui vient de plus loin, qui sort de nos robinets, mais aussi les bourdons qu'on peut observer en été. Bref, notre environnement risque d'être modifié. Et je vous propose de commencer notre exploration par la forêt de Soignes. C'est Stéphane Van Winsberg qui nous sert de guide, ingénieur de formation, formé à l'université de Gembloux. Il est aujourd'hui le directeur de la sous-division forêt et nature de Bruxelles Environnement. Ici, on est en forêt de Soignes, dans le sud de la partie bruxelloise de la forêt de Soignes, sur la commune de Uccle. Et donc, on est ici en plein peuplement hétré-cathédrale. Donc, on a une hétré-cathédrale assez typique, caractéristique, avec ces hêtres qui sont très proches l'un de l'autre, un sous-bois quasi absent, et donc avec un faciès caractéristique et unique de cette forêt de Soignes. Napoléon l'a vu pousser, mais n'a pas vu justement la beauté de ce paysage comme ça l'est à l'heure actuelle au niveau de son apogée. Et l'apogée de ces peuplements, c'est autour de 160 ans. Et à l'époque de Napoléon, la forêt de Soignes était exploitée à un âge de 120 ans. Donc Napoléon n'a pas connu la hétré-cathédrale, mais par contre Napoléon a introduit et a planté du chêne ici en forêt de Soignes, avec comme objectif justement d'avoir un bois de qualité pour construire une flotte et aller attaquer l'Angleterre. La forêt de Soignes, c'est un total de 5000 hectares aujourd'hui. Elle commence au bois de la Cambre, elle court ensuite vers la Hulpe en Wallonie et Tervuren en Flandre. Depuis 2017, elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, notamment en raison de ces fameuses hêtraies plantées pendant l'époque autrichienne au XVIIIe siècle. Mais le problème, c'est que le maintien de ces hêtraies est loin d'être garanti. Nous avons réalisé différentes études avec des centres de recherche, avec des universités. Et ce qu'on nous annonce, c'est que le hêtre ici en forêt de Soignes va difficilement supporter tout ce changement, cette évolution climatique, et qu'une des premières victimes ici en forêt de Soignes sera le hêtre. Et sur base des études réalisées, il pourrait se maintenir dans les fonds de vallons, là où le sol est plus profond, plus humide. C'est une essence qui a besoin, c'est une espèce d'arbre qui a besoin donc d'avoir de l'humidité dans le sol et de l'humidité dans l'air. Malheureusement, ce qui, dans le cas du changement climatique, va s'avérer de plus en plus rare avec les canicules estivales qu'on nous annonce. Ce qui menace le hêtre en forêt de Soignes, c'est donc moins l'élévation des températures, dont on vous a beaucoup parlé pendant les 2 premiers épisodes de ce podcast, que la problématique des précipitations, dont on va beaucoup vous parler dans ce 3e épisode. Ce que les climatologues annoncent dans le futur pour notre région bruxelloise, c'est plus de précipitations annuelles, mais avec des pluies très abondantes l'hiver, alors que le printemps et l'été risquent d'être plus secs, et nos fameux hêtres risquent de ne pas apprécier ce changement de calendrier. Ce déficit d'humidité, ce déficit de précipitation, quand les arbres sont en feuilles, au moment où ils en ont le plus besoin, c'est justement un des éléments majeurs qui est limitant pour le développement de telle et telle espèce d'arbres, dont le hêtre. À la limite, plus que les températures, mais donc c'est aussi l'effet couplé de l'augmentation importante des températures avec ce manque d'eau qui sont fortement nocifs pour un certain nombre d'essences. Pour lutter contre le changement climatique, on introduit de nouvelles essences qui n'étaient pas présentes ou très peu présentes en forêt de Soignes, principalement le chêne sessile, le tilleul à petites feuilles, qui sont des essences qui sont beaucoup plus résistantes aux épisodes de sécheresse.
on ne peut pas prédire le changement de paysage auquel nous allons être confrontés. Donc on les laisse cohabiter et à un moment donné, très probablement que l'un va prendre la place de l'autre en fonction de l'évolution réelle des conditions climatiques. Ça veut dire que les nouvelles essences, elles sont quand même beaucoup moins imposantes et beaucoup moins hautes que les hêtres qu'on a connus. Tout à fait. Une des grandes caractéristiques ici du hêtre en forêt de Fagnes, c'est d'avoir des hêtres qui ont entre 45, 50, voire plus en termes de hauteur, 50 mètres. Et donc les hêtres, les chênes sessiles par exemple, qu'on est occupé d'implanter, seront des essences qui auront à maturité de l'ordre de 35 mètres de hauteur. Donc on va vers une modification importante du paysage par rapport à ce à quoi nous avons la possibilité d'observer. Bref, vous l'avez compris, si on se projette dans 50 ou 70 ans, on risque de ne plus vraiment reconnaître la forêt de Soignes. Les hêtres seront encore présents dans le fond des vallons, mais plus sur les coteaux. Et d'ailleurs, dès maintenant, le promeneur qui ouvre l'œil et lève la tête peut déjà constater des signes avant-coureurs. Vous pouvez le voir ici dans la cime des arbres, donc où on assiste au phénomène de descente de cime, c'est-à-dire avec des branches à l'extrémité de la cime qui commencent à mourir, qui meurent, et avec également un houppier, une tête de l'arbre qui est beaucoup moins dense par rapport à un arbre qui est sain. Là, vous avez un arbre qui est sain, enfin beaucoup plus sain en tout cas, et on a une densité de feuillage beaucoup plus importante par rapport à cet arbre-là, où on voit clairement différentes fenêtres. On peut voir le ciel au travers de la tête de l'arbre, au travers du houppier. Et donc, ce sont tous des signes qui montrent justement l'état de faiblesse de ces arbres. Ces arbres, ils ont donc plus d'une centaine d'années, 150, 160 ans, peut-être plus pour certains. Ceux-là sont menacés ou c'est la croissance de nouveaux individus qui est menacée ? Alors, bien, c'est un peu les deux. Les plus vieux arbres ont déjà installé leur système racinaire, ont réussi à descendre plus profondément dans le sol, là où on a encore un stock en termes de matière minérale, en termes d'eau suffisante. Donc là, il y a un phénomène de compensation qui permet à ces arbres encore de se maintenir jusqu'à un certain point. Mais néanmoins, aussi pour les jeunes arbres, leur système racinaire doit encore se développer pour, en cas de déficit hydrique, rejoindre des horizons qui sont plus humides et ainsi bénéficier de conditions favorables, optimales à leur croissance. Je pense que ça va se matérialiser avec une évolution, avec de plus en plus la présence d'arbres qui sont en déficit de feuilles et avec une augmentation du nombre d'arbres morts sur pied en forêt. Un certain nombre sont prélevés pour des raisons de sécurité, pour assurer la sécurité du public le long des chemins, etc. Mais donc, on maintient également ce bois mort à l'intérieur des peuplements, couché au sol, mais également debout, pour les raisons de biodiversité, pour permettre à cette biodiversité liée à ce bois mort de se maintenir. Et donc, ce qu'on risque d'observer dans le futur, c'est la présence de plus en plus nombreuse et importante d'arbres morts. Si nous avons commencé cet épisode avec le hêtre, ce n'est pas parce que c'est l'arbre qui cache la forêt, bien au contraire, mais plutôt un symptôme très révélateur de ce qui nous attend en termes de précipitations. Entre le milieu du 19e siècle et ces dernières années, la quantité annuelle de précipitations a augmenté de 9% en Belgique. Ce sont les calculs de l'IRM, l'Institut Royal de Météorologie. Les modèles climatiques pour le futur nous annoncent des hivers de plus en plus humides. Les printemps, en revanche, devraient devenir globalement plus secs. Et si le volume d'eau mesuré en été devrait rester stable, ce sera essentiellement dû à l'augmentation de journées de fortes pluies, celles où il tombe plus de 20 mm d'eau. Tanguy Robert est hydrogéologue, il travaille pour Vivaquois, on va y revenir, mais il va commencer par nous expliquer pourquoi ce n'est pas seulement la quantité annuelle d'eau qui compte, mais aussi la manière dont elle tombe. Une bonne précipitation pour un hydrogéologue, en tout cas pour tout le monde qui travaille dans le milieu de l'eau potable, c'est une fine pluie en continu pendant un très long moment ou de la neige qui fond tout doucement. Comme ça, la partie ruissellement va être très faible et c'est vraiment la partie infiltration vers le sous-sol qui va être la plus élevée. Quand on a des pluies très fortes, comme ce qu'on a connu en juillet 2021 ou encore il n'y a pas très longtemps, la composante de ruissellement devient quasi majoritaire. Et ce qu'on annonce aussi, c'est un réchauffement climatique, donc de quelques degrés. Mais ce qui veut peut-être dire qu'en automne ou au tout début de printemps,
les conditions seront telles que les plantes vont par exemple attendre un petit peu plus longtemps avant d'être en dormance, et donc consommer encore un peu plus d'eau, et cette eau-là n'ira pas dans la nappe non plus. Donc les périodes de recharge vont en fait se raccourcir. C'est un peu cette incertitude-là qui est difficile à prévoir avec le changement climatique. On pourrait très bien, on va passer d'un extrême à l'autre. Soit beaucoup de pluie l'été peut-être avec des bonnes recharges d'aquifères, mais l'été qui suit peut-être une grosse sécheresse, et donc d'une année à l'autre ça va varier beaucoup. C'est plus cette incertitude-là en fait qui nous tracasse. Il y aura des bonnes années très riches en eau et probablement des années où on aura plus de stress hydrique. Si Tanguy Robert est tracassé, c'est parce qu'il est en charge du Water Quantity Plan de Vivaqua, un plan qui vise à optimiser et protéger la production de l'eau potable. En région bruxelloise, 97% de notre alimentation en eau provient de Wallonie. Les 2 captages qui sont situés en région bruxelloise, un puits dans le bois de la Cambre et une galerie drainante en forêt de Soignes, ne représentent donc que 3 petits % de l'eau que nous consommons. Le reste provient des captages wallons dans les aquifères, ces poches souterraines où se trouvent les nappes phréatiques, ou de la Meuse, avec une usine de traitement de l'eau qui se trouve à Taillefer, c'est près de Profondeville, en province de Namur. Le Water Quantity Plan, qui a été adopté en 2021, a passé l'ensemble de ces ressources en revue, car pour Vivaqua, les premières alertes remontent et il y a déjà quelques années. C'est une problématique pour Vivaqua et qui a été détectée avec les premières grosses sécheresses qu'on a connues à partir de 2017. Donc 2017, 2018, 2019, des années très sèches, notamment au printemps et à l'été, où le débit de la Meuse s'est fortement atténué. Et quand le débit de la Meuse est très bas, les prélèvements que l'on peut y faire pour l'usine de potabilisation à Taillefer vont diminuer. Donc ça, c'est notre autorisation. Et ça, c'était vraiment le plus gros problème qui avait été mis en évidence. Et puis est arrivé aussi un hiver très peu pluvieux, celui entre 2016 et 2017, et qui a provoqué une très faible recharge des aquifères. Et donc tous les captages gravitaires comme Modave, comme Spontin ont produit beaucoup moins d'eau. Et donc la conséquence des 2 phénomènes successifs, finalement l'hiver 2016-17 qui était très, très mauvais, et les sécheresses de 2017, 2018-19, ont entraîné une diminution de notre capacité de production. Et à côté de ça, on a des canicules qui commencent à devenir de plus en plus fréquentes, plus intenses aussi, avec des températures plus élevées. Dès qu'il y a une canicule sur Bruxelles, on le voit, les statistiques montrent directement que la consommation en eau, elle augmente. Et donc si tout arrive en même temps, ça peut devenir problématique, puisqu'on n'aura plus suffisamment de capacité de production pour fournir à tous nos clients. Donc soit Bruxelles, mais aussi les clients en cours de route en Wallonie et en Flandre. Alors on a regardé effectivement tous les scénarios, notamment ce que l'IRM nous proposait dans tous ces rapports. Alors on s'est rendu compte, donc ce Water Quantity Plan, là, qui est notre schéma des ressources en eau, il va jusqu'à 2040. Et on s'est rendu compte qu'en termes de scénario de changement climatique, il y a une forte inertie dans le système physique, et les 20 prochaines années, peu importe ce qu'on fait, elles sont déjà écrites. Et donc on s'est vraiment basé sur le scénario du pire, donc forcément un hiver sec suivi de printemps et d'été sec, avec une grosse canicule au mauvais moment, pour vraiment se prémunir des variations dans les différents scénarios et être prêt pour le pire des cas. Globalement, l'étude est rassurante, dans le sens où 98% du temps, on va dire 360 jours sur l'année, on n'a pas détecté de soucis. Par contre, le scénario du pire pourrait arriver certaines années pendant quelques jours. On pourrait devoir être amené à demander à la population bruxelloise, mais aussi à tous nos clients wallons, donc SWDE, INBW, la CIL à Liège ou Faris et de Watergroup pour la Flandre, de réduire légèrement leur consommation pour que les fournitures matchent avec la production qu'on a disponible. Demander à la population bruxelloise de limiter sa consommation d'eau, l'hypothèse n'est donc pas tout à fait à exclure. Ce scénario du pire, comme l'appelle Tanguy Robert, repose sur la conjonction de 3 éléments: un hiver sec, une baisse du débit de la Meuse, qui ne permet pas à l'usine de Taillefer de tourner à plein régime, et un épisode de canicule qui entraînerait une augmentation de notre demande en eau, car quand il fait chaud, on consomme plus. Vivaqua produit environ 360 000 m3 d'eau par jour. Quand on est dans ces scénarios-là de pic, on peut monter jusqu'à 450 000 m3 par jour. Et là, on voit que selon les scénarios, on pourrait manquer entre 30 et 60 000 m3. Donc là, c'est les réservoirs à l'entrée de Bruxelles qui vont tamponner. Mais c'est vraiment pendant quelques jours que ça arrive. Là, nos statistiques sont assez claires. Dès qu'on a une canicule,
Les 3 premiers jours, ça va, mais à partir du 3e jour, on commence à avoir cette augmentation de consommation sur Bruxelles. Et effectivement, on voit qu'il y a ce petit stress-là pendant quelques jours qu'il faut déjà résoudre. Mais pour le long terme, ce à quoi les climatologues s'attendent, c'est un peu plus de pluie l'hiver, ce qui est plutôt une bonne chose, puisque là, du coup, les nappes aquifères vont être rechargées, mais des sécheresses de plus en plus importantes au printemps et en été. Et donc là, c'est mauvais pour nous, pour notamment le débit de la Meuse et la possibilité de prélever dans la Meuse. D'ailleurs, on peut même dire qu'à un moment, si on tire un peu le trait plus loin, si un jour il n'y a plus d'eau dans la Meuse, forcément Taillefer ne peut plus fonctionner. Donc les solutions, déjà en interne au niveau de nos captages, donc historiquement, on n'avait pas ces problèmes de capacité de production et pour des raisons de qualité, on a abandonné quelques parties de captage. Par exemple, des portions de captage gravitaire à spontin qui n'étaient pas constantes dans leur qualité, notamment microbiologique. Et là, on a décidé qu'on allait investir dans des systèmes de désinfection aux ultraviolets qui va pouvoir rendre constante la qualité de l'eau de ces parties de captage. Et ça va déjà nous permettre de récupérer une petite vingtaine de milliers de mètres cubes par jour. Donc sur les 60 qui nous manquent, là on en a déjà trouvé 20. Et puis on a des anciens captages qu'on a abandonnés qu'on pourra aller réutiliser. On a aussi toute une optimisation des captages, notamment avec des puits de captage qui sont colmatés, qu'on va décolmater ou reforer à côté. Ou réparer simplement parce qu'ils sont cassés. Et donc ça, c'est un peu toutes les pistes qu'on a à très court terme. Maintenant, à plus long terme, et en fonction des scénarios, on devra peut-être recourir à la recharge maîtrisée d'aquifères. Donc c'est la recharge artificielle des aquifères quand il ne pleut pas suffisamment. Ça veut dire qu'on réinjecte de l'eau dans la nappe phréatique ? Oui, ça peut se faire comme ça. Donc ça peut se faire par des drains d'infiltration en surface, ça peut se faire par des puits de réinjection. Ça peut se faire aussi en améliorant les sols, comme ça ils sont plus perméables et donc une goutte d'eau qui tombe, donc une goutte d'eau de pluie qui tombe sur le sol aura plutôt tendance à s'infiltrer et pas à ruisseler vers les rivières. Donc il y a pas mal de techniques qui existent comme ça pour améliorer la recharge des nappes, notamment en hiver. Donc on va peut-être devoir jouer là-dessus, mais pour l'instant c'est pas encore à l'ordre du jour. Réalimenter les aquifères, ces poches souterraines où se trouve la nappe phréatique, c'est un travail très complexe qui prendra des dizaines d'années. Et on rappellera que ces aquifères se trouvent en Wallonie, ce qui veut dire que cela dépend aussi de réglementations qu'adoptera la région wallonne. Alors question, pourquoi ne pas stocker de l'eau en suffisance, par exemple aux portes de Bruxelles ? Réponse de Tanguy Robert. Alors, les réservoirs à l'entrée de Bruxelles ne sont pas faits pour garder l'eau pour justement quand il y a un problème. Les réservoirs à l'entrée de Bruxelles, c'est vraiment pour tamponner les variations intrajournalières ou les variations sur une semaine, on va dire. On va dire que le dispatching central essaie d'avoir les réservoirs vraiment pleins à ras-bord fin du week-end. Et puis, il gère la diminution des réservoirs jusqu'au week-end suivant en fonction des consommations. Par contre, un aquifère, c'est aussi un réservoir, mais il est souterrain. Donc l'eau se trouve à travers la porosité ou les fissures dans la roche. Et on peut les utiliser, eux, beaucoup plus facilement entre la période où on a un gros besoin d'eau et la période où elle est physiquement dans la nappe. Donc on pourrait très bien se dire que par différentes méthodes, on remplit l'aquifère, donc qui est le contenant qui contient la nappe, pendant l'hiver, et on essaye de faire en sorte que le stock soit présent jusqu'au moment critique. Et là, on va pouvoir pomper beaucoup plus fort dedans. Bruxelles, plus 4 degrés. On va rester dans l'eau, mais on va changer de décor et d'interlocuteur, si vous le voulez bien. Je vous emmène à la rencontre de Michael Antoine. Il est hydrologue, il travaille lui pour Bruxelles Environnement, et il nous a donné rendez-vous à Woluwe-Saint-Lambert. Alors ici, on est à un magnifique endroit, en face du moulin du Line de Kemal, le long de la Wolu. C'est un endroit assez intéressant parce qu'au niveau des impacts de changement climatique, il représente plusieurs enjeux. La Wolu est connue comme une vallée à fort problème d'inondation, et on sait qu'ici particulièrement, on a eu déjà des inondations du shopping center qui se trouve dans Mondo. D'un autre côté, c'est également une vallée Natura 2000, donc avec beaucoup d'enjeux environnementaux. On veut que la qualité de l'eau de ce cours d'eau soit en permanence bonne, ce qui peut être mis à mal par les inondations lorsque vous avez par exemple les égouts qui commencent à se déverser sur la rue et puis au final ça arrive dans la Wolu. Mais également en cas de sécheresse, si les pièces d'eau se réchauffent de trop, vous pouvez avoir des problèmes de cyanobactéries qui se développent dans cette vallée malgré la très grande qualité de l'environnement. C'est quoi cyanobactérie ? Alors une cyanobactérie, c'est ce qu'on appelle également algues bleues. Ce sont des micro-organismes qui vont se développer dans des conditions d'eau chaude et eutrophe, c'est-à-dire avec beaucoup de nutriments.
Et elles vont tellement se multiplier qu'elles vont venir puiser tout l'oxygène de l'eau, changer la couleur de l'eau, et donc moins permettre au rayonnement solaire d'atteindre les basses couches du cours d'eau. Et également, elles relâchent des toxines, ce qui peut être un danger, pas tellement pour la vie aquatique, mais par exemple, si vous avez un chien qui vient boire l'eau de l'étang, eh bien, il est en danger potentiellement de mort. En région bruxelloise, Bruxelles Environnement gère donc une 50aine d'étangs, mais aussi plus de 70 km de cours d'eau à ciel ouvert, la Wolu, mais aussi la Seine et le canal. Pour Michael Antoine, l'un des enjeux du changement climatique sera de surveiller la température de ces cours d'eau. En hiver, on va tomber dans du 12-14 degrés. En été, ça va monter jusqu'à du 20, 22, 25 degrés parfois pour le canal dans les parties les plus superficielles de l'eau. Donc effectivement, on va avoir des variations saisonnières plus que journalières, bien qu'il y ait également un cycle jour-nuit. Les choses vont se rafraîchir et se réchauffer, mais plus alors en surface vraiment de l'eau. Si je peux faire un parallèle avec un être humain, c'est vrai qu'un être humain doit avoir une vie saine, mais il doit vraiment être en bonne santé. Il y a beaucoup de choses pour qu'on soit en bonne santé, et quand on est en bonne santé, face à un stress, on résiste mieux. C'est la même chose pour un écosystème. C'est-à-dire que face à un stress, si le cours d'eau a ses propres capacités d'atténuation, de résilience, il va pouvoir faire face plus longtemps. Et c'est plein de mécanismes différents. Ça peut se jouer au niveau de la qualité de l'eau en tant que telle, ça peut se jouer au niveau de la qualité des sédiments qui peuvent relarguer éventuellement certains polluants. Ça va se jouer au niveau des berges aussi qui peuvent être de plus ou moins bonne qualité et assurer une auto-épuration du cours d'eau. Pareil pour les espèces qui vivent dans le cours d'eau. Il peut ne pas faire bon partout ou ne pas faire non pollué partout. Si à certains endroits il y a des zones refuge où elles peuvent venir en cas de crise, avoir accès à plus d'oxygène, avoir accès à plus de fraîcheur, eh bien, ça les permet de résister et de passer au-delà du stress temporaire que serait une vague de chaleur ou que serait une pollution ponctuelle. Autre enjeu demain, la gestion des orages. Avec le changement climatique, le risque de très fortes précipitations ira en augmentant. Et là, le constat est sans appel. Si la région bruxelloise avait dû faire face aux mêmes intempéries que celles qui se sont abattues sur l'est et le sud de la Wallonie en 2021, nous aurions, nous aussi, à Bruxelles, été en proie à de graves inondations. On s'est beaucoup posé la question après les épisodes dramatiques en Wallonie et aussi en Flandre également en 2021, où on était en situation d'été, où on a eu deux grands types d'épisodes de pluie. L'un, celui de la goutte froide qui a provoqué toutes ces inondations en Wallonie, mais également un peu plus tard, c'est moins su, peut-être du côté de Namur-Dinant, il y a eu des très très forts orages, très très intenses, qui ont généré des vrais torrents dans ces communes. Et c'est vrai qu'on s'est posé la question de qu'est-ce qui se passerait si c'était transposé sur Bruxelles, ce genre d'événement. Alors bien sûr, il y a des bassins d'orage à Bruxelles, mais ils sont dimensionnés pour des pluies de période de retour de 10 ans, c'est-à-dire qu'une chance sur 10 de se produire chaque année. Si l'on compare ça aux épisodes qui ont eu lieu en 2021 en Wallonie, et en particulier les épisodes de très fort ruissellement du côté de Namur, là on se retrouve avec des périodes de retour de l'ordre de 1000 ans. Donc c'est sûr que les bassins d'orage sont dimensionnés pour des orages normaux, pas pour des orages catastrophiques comme ce qu'on a déjà connu ces dernières années. Vous avez bien entendu, le risque d'inondation ne peut donc pas être écarté en région bruxelloise. En cas de réchauffement climatique et de forte chaleur, nous aurons aussi sans doute envie de profiter de nos pièces d'eau. Et vous allez l'entendre, Bruxelles Environnement n'est pas complètement fermé à la question. Les étangs, nous, on les voit toujours comme des espaces multifonctionnels. Ils doivent pouvoir soutenir la biodiversité, mais c'est aussi des zones récréatives, des zones paysagères. Et donc, il y a toujours des zones qui peuvent permettre aussi de lutter contre les inondations. Donc, ces quatre volets sont toujours intégrés dans nos projets. C'est-à-dire qu'on ne voit pas en fonction du type d'environnement, on va parfois privilégier plus une fonction que l'autre pour les étangs, mais donc les étangs sont par défaut multifonctionnels. Et c'est vrai qu'avec les changements climatiques, et on le voit bien, je pense que vous voulez parler des zones de baignade, il y a une demande de se rapprocher des étangs
proches, mais même carrément dans les étangs. Et donc c'est pour ça qu'il y a ces projets également de zones de baignade qui sont à l'étude depuis quelques années pour permettre justement la baignade dans ces zones, de façon tout à fait contrôlée et sans perdre de vue qu'il y a les autres enjeux de la gestion des étangs à prendre en compte. Mais effectivement, on s'attend à ce qu'il y ait une plus grande demande du citoyen de se rapprocher des étangs, voire d'aller dans les étangs. Ouais, pour ça, il faut que l'eau soit de qualité. Oui, et c'est aussi vrai pour les étangs que pour la Seine, que pour le canal, parce que dans le fond, on peut très bien imaginer que l'ensemble de ces cours d'eau soient un jour, à long terme, baignables, pourquoi pas. Donc nous, on a vraiment cette envie que le cours d'eau retrouve une bonne qualité. On voit des villes comme Paris qui, pour 2024, souhaitent rendre leur Seine baignable, en tout cas pour faire les épreuves nautiques. C'est sûr que ça nous challenge. Donc c'est envisagé aussi à Bruxelles. En tout cas, dans nos meilleurs espoirs, oui. Mais actuellement, la qualité de l'eau ne permet pas de l'envisager à court terme. Il y a beaucoup trop de pression. Il faut se rendre compte que la Seine, en temps sec, c'est 2 mètres cubes seconde à l'entrée de la région, parfois 1 mètre cube seconde quand il fait vraiment sec. Et vous imaginez que plus d'1 million de personnes tirent leur chasse. On leurs eaux épurées, bien sûr, mais n'empêche, la station d'épuration n'épure pas à 100% et donc le résidu d'1 million d'habitants va se retrouver dans ce petit mètre cube, 2 mètres cubes seconde. Donc voilà pourquoi lorsqu'on envisage la baignade, on l'envisage à très long terme quand les rendements épuratoires seront nettement améliorés. C'est-à-dire quoi, très long terme ? Je vais vous faire rêver, on va dire pour 2100. 2100, il va donc falloir être patient. On a parlé de la flore, on a parlé de l'eau. Je vous propose de terminer cet épisode avec la faune. Les animaux qui nous entourent vont aussi subir les conséquences du réchauffement climatique. Et on va prendre un exemple. Il y a quelques mois, plusieurs scientifiques belges se sont associés pour publier dans la revue Nature une grande enquête sur les bourdons. Parmi eux, il y avait notamment Simon Delicourt, chercheur qualifié au FNRS, membre du laboratoire d'épidémiologie spatiale de l'Université libre de Bruxelles. Les bourdons, ça représente un système biologique intéressant parce que ce sont des contributeurs très importants de la production agricole au niveau de l'hémisphère nord. Et pourtant, c'est aussi un groupe d'abeilles, un genre d'abeilles pour être plus précis, qui est en fait menacé, ça on le sait déjà. Donc ce sont des abeilles sauvages qui sont plutôt adaptées au froid. Et donc, on subodore que s'il y a un changement climatique, en particulier un réchauffement climatique, ils pourraient être parmi les premières espèces de pollinisateurs qui sont impactés. Dans cette étude, on a essentiellement analysé des données d'occurrence et il se fait que pour les bourdons en Belgique, on a une base de données très importante. On a travaillé sur plus de 400 000 données d'occurrence pour ces espèces de bourdons et on s'est intéressé à 46 espèces. C'est pas toutes les espèces, mais c'est la plupart des espèces européennes. Et on avait des données pour le siècle passé et aussi pour les 20 dernières années. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé une approche de machine learning pour entraîner ce qu'on appelle des modèles de niche écologique. En une phrase, un modèle de niche écologique, c'est quoi ? C'est un modèle mathématique qui relie les conditions environnementales locales avec la probabilité d'observer une espèce. Ce qui veut dire que si après on a les données de température, de précipitation, d'humidité relative, d'utilisation du sol, on peut dire, étant donné ce modèle entraîné, eh bien on a X% de chances d'observer cette espèce. On a entraîné ces modèles sur base des données récentes. Et puis on s'est baladé dans le passé, dans le présent et dans le futur. Notre étude confirme qu'il y a bien un déclin des populations de bourdons au cours du siècle passé, mais confirme aussi que ce déclin devrait continuer dans les prochaines décennies et que les zones qui sont propices à ces bourdons vont continuer à se rétracter dans les décennies à venir, et ce, étant donné tous les scénarios de changement globaux et climatiques qu'on a considérés dans l'étude. Ça, c'est le premier résultat. Je vais donner un chiffre. On a estimé que pour 75% des espèces de bourdons qui ne sont actuellement pas classées comme étant menacées, eh bien, elles pourraient perdre au minimum 30% de leur territoire d'ici 2070. Dans cette étude, il est donc indiqué que certaines espèces de bourdons pourraient, dans le futur, trouver des conditions plus propices à leur développement en Scandinavie, à condition évidemment qu'ils trouvent les ressources et la force d'aller jusque-là. Ce qui est vrai pour les bourdons l'est pour l'ensemble des pollinisateurs. Ce ne sera donc pas sans conséquence aussi sur la flore qui nous entoure, même si les bourdons sont un exemple qui n'a pas été choisi au hasard.
Les bourdons sont en quelque sorte les ours polaires des abeilles sauvages, donc ils sont probablement en moyenne plus menacés que si je prends une abeille sauvage au hasard. Il y a énormément d'espèces d'abeilles sauvages, et il y a même, il faut quand même le préciser, quelques abeilles sauvages qui en fait vont mieux se porter avec le changement climatique. En tout cas, ce qui est important de souligner, c'est qu'un déséquilibre est créé et que les changements des conditions environnementales vont en fait restructurer le paysage de la biodiversité sur notre continent. On a peut-être tendance à l'oublier, mais ces pollinisateurs nous rendent ce qu'on appelle des services écosystémiques, c'est-à-dire qu'ils sont à la base d'un tas de services qui sont rendus à notre environnement. François Massonnet est un des autres co-auteurs de cette étude. Lui est climatologue, chercheur qualifié au FNRS, membre de l'UC Louvain. Il y a plein d'animaux qui sont directement dépendants de paramètres physiques comme la température, comme l'humidité, comme les précipitations. Et ce que ce genre d'études permet de faire, c'est de voir à partir de quel seuil ces animaux doivent commencer à adapter leur habitat, voire à migrer pour assurer simplement leur survie. Alors, on a parlé des bourdons, on pourrait très bien imaginer, et ça existe d'ailleurs, des études qui regardent l'effet de l'augmentation des températures de l'eau sur des poissons, et donc sur la migration de poissons, et donc aussi de stocks de pêche pour des gens qui vivent en mer du Nord ou qui vivent en Grande-Bretagne. De la même façon, au niveau de l'océan, on sait que l'océan s'acidifie, ça veut dire que son pH diminue et qu'il y a des tas d'espèces qui ont des coques autour d'eux qui sont des coques à base de calcaire et qui se font petit à petit manger par cette acidification et qui doivent de nouveau aller vers des eaux qui sont avec un pH un peu plus élevé, ce qui redistribue aussi l'ensemble de la chaîne alimentaire. Donc tout ça sont des études qui sont déjà faites en partie mais qui doivent être encore explorées pour comprendre comment nos écosystèmes et parfois aussi nos ressources alimentaires, puisqu'on dépend d'elles directement, sont en train de changer et comment est-ce que nous-mêmes on va devoir s'adapter. On cite souvent l'exemple du vin, par exemple, c'est un peu simple. On se dit souvent on va pouvoir faire du vin en Belgique, c'est vrai. On a des choses on peut aussi commencer à cultiver. On commence à cultiver des espèces, notamment du sorgho, des espèces qui étaient plutôt à l'origine plus bas en latitude. Évidemment, tout ça nécessite de mettre à jour nos pratiques et de développer une expertise par rapport à tout ça. Donc si on est prêt à changer, pourquoi pas, mais ça demande un investissement. Que Simon Delicourt et François Massonnet collaborent à la même étude sur les bourdons, ce n'est pas tout à fait une anecdote. C'est même l'un des enjeux qui nous attend face au changement climatique. Car pour rendre concret les changements qu'annoncent les climatologues, il faudra bien appliquer leur modèle à de très nombreux domaines de recherche. C'est très important parce qu'on a évidemment, comme dans beaucoup d'autres domaines, toujours tendance à travailler un peu en silo. C'est-à-dire qu'on explore des questions de recherche qui sont les questions qui nous animent depuis plusieurs années. Et on essaye souvent d'aller beaucoup plus en profondeur qu'en largeur. C'est-à-dire qu'on a envie de creuser, continuer à creuser, arriver à un degré de compréhension qui est le plus ultime. Alors que parfois, la solution, c'est simplement de regarder plutôt à gauche et à droite ce qui se passe et de collaborer avec des gens qui travaillent sur d'autres thématiques, mais qui ont un besoin cruel dans nos données à nous. Et l'exemple des bourdons, c'est un bel exemple parce que les modèles qu'utilisent les spécialistes en dispersion des espèces, des insectes, en dynamique des populations, ont besoin de paramètres de grande échelle qui sont combien est-ce qu'il pleut de millimètres par an à tel endroit, quelle température est-ce qu'il fait. Et il se trouve que ces données, on les a grâce à ces modèles climatiques qu'on développe depuis des trentaines d'années, et on les a aussi pour plusieurs scénarios. Donc on sait imaginer sous différentes hypothèses, sous différents types de mondes auxquels la Terre pourrait ressembler dans les années à venir. On peut imaginer comment vont répondre une espèce, par exemple les bourdons, à ces changements. Donc c'est vraiment important de comprendre que cette recherche et aussi le financement qui doit venir derrière doit être pensé de façon beaucoup plus horizontale que verticale. Ça veut dire que les modèles que vous construisez, ils peuvent servir à des agronomes, des hydrologues, etc. C'est déjà le cas en fait. Le seul problème pour l'instant, la seule barrière, c'est que les modèles utilisés par les climatologues ont une information qui est beaucoup trop agrégée, qui est disponible sur une surface souvent beaucoup trop large. Typiquement, quand on regarde les projections évaluées dans le modèle du GIEC, la Belgique, elle est couverte par peut-être 10, 12 points de gris. Donc il y a 12 valeurs de température sur la Belgique, ce qui n'est rien du tout quand on sait qu'entre Virton, Ostende, Bruxelles ou Charleroi, les températures peuvent quand même varier très fortement. On a l'effet de chaleur d'îlot urbain qui aussi amplifie les températures. Donc on a encore un petit saut conceptuel entre les modèles utilisés par les climatologues et ceux dont ont besoin les agriculteurs, les spécialistes de dynamique des populations, mais on y travaille. Et tout ça est en train de converger vers des modèles beaucoup plus intégrés qui répondent à des questions
beaucoup plus pratique que des questions purement d'évolution de température à grande échelle. Bruxelles, plus 4 degrés. Un podcast de Fabrice Grosfilet. On retrouvera Simon Delicourt dans le 4e épisode de ce podcast qui sera consacré à la santé. Et François Massonnet interviendra dans l'épisode 5 où on parlera de géo-ingénierie. Je remercie également Michael Antoine, Tanguy Robert et Stéphane von Linsberg d'avoir participé à ce numéro-ci. Le générique est toujours extrait du morceau Global Warming de Philippe Catherine. Merci de nous avoir écoutés. L'ensemble de la série de Bruxelles plus 4 degrés est disponible sur le site de BX1 ou sur la plateforme de podcast de votre choix. N'hésitez pas à nous liker et à partager cette émission.